Maître Steven Gallina. Donc, je suis avocat au barreau de Marseille. Donc là, je vais vous parler du transfert des données personnelles, effectivement, et notamment de Google Analytics, qui est le gros enjeu aujourd'hui, où l'on voit, alors aucun jugement, bien entendu, mais beaucoup de sites qui continuent d'utiliser Google Analytics, mais soit par méconnaissance aussi, parce que, vous le savez encore mieux que moi, quand on va sur Internet, on lit de tout. Il y en a certains qui disent qu'ils ont tout compris aux mises en demeure adressées par la CNIL et qui vous font une interprétation qui n'est pas du tout celle de la CNIL. Donc je vais essayer de vous informer sur ce point-là en essayant d'être très clair. Donc si vous avez des questions, si je ne suis pas assez claire, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Alors d'abord cet arrêt Schrems 2. C'est celui-là en fait qui a posé problème, qui date de 2020. Vous avez peut-être entendu parler de cet arrêt. Alors les parties, c'est un arrêt qui concerne l'autorité de contrôle irlandaise. Donc c'est M. Schrems qui a porté plainte pour transfert de ses données personnelles de Facebook Ireland à Facebook aux États-Unis. D'accord. Ce M. Schrems, en fait, c'est quelqu'un de connu dans le monde de la donnée personnelle. Il est autrichien et son hobby, et qui est devenu sa profession, c'est de faire respecter en fait, le droit des personnes et le droit des données personnelles des Européens. Donc c'est pour ça qu'on a eu déjà un arrêt Schrems 1 et là on en est au 2 et on va en avoir d'autres. Il a d'ailleurs créé une association qui s'appelle None of Your Business, une association autrichienne, et qui est responsable des mises en demeure dont on va parler, notamment qui ont été émises par la CNIL. Il y avait plusieurs questions posées, deux principales. Donc l'interprétation et la validité d'une décision qui s'appelle CPT, ce ne sont pas que des gros mots, et qui concernait, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, des CCT, donc les clauses contractuelles types. Ce sont des clauses qui sont prises par la Commission européenne et qui sont en gros un contrat type que vous devez respecter, on vous le recommande fortement, quand vous voulez exporter des données à l'étranger, et vous les adaptez bien entendu à votre situation. Ces CCT datées de 2010 et elles ont été remises à jour l'année dernière, le 4 juin 2021. Et la deuxième question, c'était de savoir si la décision, donc encore un anagramme, la BPD, donc, qui est le bouclier de protection des données, le Privacy Shield tout simplement, est-ce que celui-ci il est valable ou pas par rapport aux réclamations donc ce fameux Monsieur Schrems? Alors, plusieurs réponses et après je vais vous expliquer. La première, c'est que quand on va vouloir transférer des données personnelles en dehors de l'Union européenne, bien entendu, puisque dans l'Union européenne, on est tranquille sur ce point-là, en dehors de l'Union européenne et qu'on met en place d'autres garanties, je vais y revenir après, il faut que au résultat, en fait, nous, tout le monde, les personnes qui sont en Europe, aient les mêmes droits dans le cas du traitement de leurs données personnelles en Europe qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'en Chine, etc. D'accord ? C'est ça, en fait, qu'on essaye de mettre en place par les CCT, donc les clauses contractuelles types, etc., et d'autres documents. La deuxième réponse, c'était de savoir si ces clauses contractuelles types restaient valables par rapport à l'évolution en fait, des législations, par rapport à l'évolution des pratiques. Donc sur les CCT, elles restent valables. Donc le principe, c'est qu'à partir du moment où vous les transférez, vos clients veulent que vous transfériez des données personnelles en dehors de l'Union européenne, vous pouvez mettre en place des CCT ou bien regarder si les outils que vous utilisez, qui sont édités par des sociétés en dehors de l'Union européenne, ont mis en place ces CCT. D'accord ? On verra que ce n'est pas suffisant puisque, bien entendu, Google Analytics l'avait fait et pour autant, on voit où on en est aujourd'hui. Et l'autre décision, et c'est pour ça en fait qu'on parle autant de Google Analytics aujourd'hui en matière de données personnelles, c'est surtout que ça a invalidé le Privacy Shield. Donc le Privacy Shield, en fait, vous aviez un registre en ligne sur lequel vous avez toutes les sociétés qui étaient enregistrées pour 3 ans. Et donc, quand vous vouliez transférer les données, notamment aux États-Unis, il suffisait d'aller sur le registre et de voir si la société y était. Donc à l'époque, Google y était, Facebook y était. Donc c'était bon. Et donc dans les documents que vous mettiez sur Internet
politique de confidentialité, politique de cookies. Il suffisait de mettre que la société est bien enregistrée, Privacy Shield, etc. Et il n'y avait pas de souci. Donc d'ailleurs, ça, vous l'avez encore dans certaines politiques de confidentialité, alors que le Privacy Shield n'existe plus. Alors pourquoi, en fait? Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que malgré ce Privacy Shield, en fait, les autorités publiques américaines, du fait de certains programmes de surveillance, peuvent avoir accès à toutes vos données à partir du moment où elles sont soit dans un cloud qui appartient à une société américaine ou qui appartient à une filiale d'une société américaine, puisque y a des, je ne vais pas vous donner tous les textes américains parce qu'il y en a, mais en tout cas le Cloud Act, le Patriot Act, etc., permet d'avoir accès à ces données-là. Deuxièmement, c'est une chose d'y avoir accès, mais est-ce que les personnes que nous sommes, puisque ce sont nous qui sommes concernés, est-ce qu'on a des droits de recours? Est-ce qu'on peut s'opposer à ça? Est-ce qu'on peut exercer un droit pour demander, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les données que vous avez, pourquoi vous voulez les avoir, etc., etc. Ça n'existe pas. En fait, on s'est rendu compte grâce à ce fameux monsieur Schrems et dans le cadre de cette décision, que les autorités publiques américaines ont un pouvoir illimité et que nous, Européens, on ne dispose d'aucun droit. On doit juste se taire. Voilà. Se taire, et de toute manière, on ne sait même pas quelles sont les données, parce que je mets au défi qui que ce soit, de savoir quelles sont les données nous concernant qui sont aux États-Unis. On ne le sait même pas. Et donc, on ne sait même pas qui a accès, qu'est-ce qu'ils en font, etc. Bon. Donc, c'est ça, en fait, c'est parti de là. C'est-à-dire que même Google, qui avait mis en place donc, ces fameuses clauses contractuelles type, qui sont des clauses qui sont émises par la Commission européenne et qui vous disent, ces clauses, elles respectent le droit de l'Union européenne et il n'y a pas de souci. Eh bien, malgré ça, le fait que le gouvernement américain, les différentes agences américaines, etc., puissent y avoir accès malgré ces clauses contractuelles type, c'est qu'en fait, ces clauses contractuelles type ne peuvent pas être respectées. Donc en fait, c'est juste une apparence. Oui, on a des clauses contractuelles type qui correspondent à ce que l'Union européenne veut, mais dans les faits, elles ne sont pas respectées. Donc si elles ne sont pas respectées, on n'a pas les mêmes garanties qu'on a aujourd'hui dans l'Union européenne. Et c'est ça qui a été sanctionné. La première conséquence, c'est que cette décision, bien entendu, elle concerne tous les transferts de données personnelles vers les États-Unis, mais elle concerne tout le transfert des données personnelles vers les autres pays tiers. Quand on dit un pays tiers, c'est un pays en dehors de l'Union européenne. Donc cette décision, on a focalisé sur Google, et c'est bien entendu les Facebook, etc., toutes les autres sociétés américaines, mais c'est aussi toutes autres sociétés qui peuvent se situer en Inde, en Chine, bref, dans tout autre pays. C'est la même difficulté que vous avez aujourd'hui. Alors, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, en fait, quand on veut transférer des données personnelles en dehors de l'Union européenne. Alors, j'essaie de tout faire rentrer dans un slide. Ouais, voilà. C'est pour vous dire. On part du début, ok ? Vous voulez utiliser, pour répondre aux besoins de vos clients, vous avez sélectionné un outil qui appartient à une société qui est en dehors de l'Union européenne. Vous devez normalement vérifier si ce pays tiers fait partie des pays adéquats. Donc il y a une décision d'adéquation. Donc ça, vous avez la liste sur le site de la CNIL. D'accord ? Donc bien entendu, les États-Unis n'en font pas partie, la Chine n'en font pas partie, ça c'est pas extraordinaire. Certains, par exemple le Canada en fait partie, mais pas en totalité. Enfin voilà, donc ça il faut vraiment le voir dès le départ. Donc si c'est un pays où il y a une décision d'adéquation, pas de souci, transfert. Pas besoin de mettre en place des clauses contractuelles type, vous pouvez y aller. Si ce n'est pas le cas, le RGPD vous dit, pas d'adéquation, on a une autre possibilité, article 46, essayez de négocier des clauses contractuelles type, ce que je vous disais. Alors je vous ai mis les BCR, ça c'est ce qu'on appelle les règles contraignantes d'entreprise, c'est dans le cadre d'un groupe de société, donc ça c'est encore particulier, il y a des codes de conduite, etc. Je ne vous ai pas mis toutes les possibilités. Donc vous mettez en place ces clauses contractuelles type. Donc vous mettez en place. Ça peut nous faire rire parce que moi j'ai des confrères en fait en face, je dis ils sont aussi des PO où moi je représentais une société qui fait des API en fait de commentaires en ligne, etc. Et qui disait oui, mais il faut que maintenant la société française a été rachetée par une société américaine, donc vous n'êtes plus compliance. Donc moi je veux que vous allez négocier des CCT avec cette société. Comment vous dire qu'une petite société française, qui même si elle est un des leaders en France,
peut aller négocier avec une grosse société américaine. En fait, ils n'en ont rien à faire, vous ne pouvez rien négocier du tout. Donc, de toute manière, ce qu'il y avait, c'était que cette société avait mis en place des clauses contractuelles type. Alors, cette société disait non, mais nous, on ne transférera pas vos données personnelles. Voilà, enfin, quand le gouvernement américain vous dit vous transférez, ben vous transférez en fait. Hein. Donc, bon, bref. Ça a suffi à la société qu'on avait en face, qui était une grosse société française, ça a suffi parce que sur le papier, c'était marqué. Et que cette société, si jamais vraiment elle était obligée de transférer, elle devait nous en informer au préalable. Voilà, c'est tout ce qu'on a réussi à avoir, et c'est tout ce que vous aurez aujourd'hui en l'état de la législation américaine, de toute manière. Donc vous mettez en place des CCT, c'est pas terminé. Est-ce que les autorités publiques de ce pays tiers peuvent avoir accès aux données? Oui, dans certains cas, ok. Il faut analyser, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on vous demande, vous, en tant que sous-traitant, parce que la plupart de vos clients n'ont pas de compétences dans votre domaine, d'analyser, en fait, les systèmes juridiques des pays tiers vers lesquels on vous demande de transférer directement ou indirectement les données personnelles, pour savoir quels sont les pouvoirs donnés. Donc, s'il y a des recours effectifs, s'il y a des pouvoirs limités de ces autorités ou de ces organisations gouvernementales, le transfert est possible. Ça veut dire que vous pouvez exercer des droits, vous pouvez vous opposer, il y a des possibilités. En revanche, si on est comme aujourd'hui dans le cas des États-Unis, là, vous ne pouvez toujours pas transférer données personnelles. Il n'y a pas de recours effectif. Donc là, ce que demande la CNIL et ce que demandent toutes les autorités de contrôle de l'Union européenne, c'est que vous mettiez des mesures complémentaires en place. Donc ça va être plus des mesures techniques, des chiffrements, des pseudonymisations, des anonymisations. Alors, anonymisation, oui, dans le principe, mais on sait que ça n'existe quasiment pas. D'accord ? On ne va pas se mentir. Donc, si vous êtes capable de le faire et de démontrer que ça fonctionne, le transfert est possible. Si vous le faites, mais que malgré tout, on peut toujours avoir accès aux données personnelles des personnes, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord ? Et le RGPD vous dit, OK, vous ne pouvez pas le faire parce qu'en fait, les autorités peuvent avoir des accès aux données, vous n'avez pas de droit, etc. Il existe une possibilité, donc l'article 49, qui vous donne toute une liste, hein, je ne vous ai pas mis la liste, qui dit qu'une personne peut consentir explicitement au transfert de ses données, même si le pays n'est pas un pays adéquat, etc. Et même s'il n'y a pas de garantie appropriée, etc. Sauf que ça ne peut être que dans un cas exceptionnel, ça ne peut être que ponctuel. Donc par exemple, on parlait de Google Analytics, c'est tout le temps. Donc vous ne pouvez pas utiliser cette exception-là. D'accord ? Je vous le dis parce qu'il y en a plein qui ont essayé devant la CNIL de dire mais non, mais article 49, exception, les personnes ont consenti, c'est bon. Non, ce n'était pas une seule fois, c'est tout le temps, donc ça ne peut pas s'appliquer. Alors, Google Analytics et les mises en demeure, parce qu'on a entendu énormément de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En août 2020, il y a cette association donc, autrichienne fondée par M. Schrems, donc None of Your Business, qui a déposé 101 plaintes auprès de différentes autorités de contrôle de l'Union européenne. Donc notamment l'autorité autrichienne, il y a l'autorité italienne, etc. Le 10 février 2002, la CNIL, alors j'ai émis une mise en demeure parce qu'on a entendu parler d'une mise en demeure, mais en fait il n'y en avait pas qu'une, hein. Il y en avait plusieurs, sauf qu'on n'en a pas entendu parler. Le 16 février, elle décide de la mettre en ligne, et elle l'a mis en ligne de manière anonymisée. Donc là, le jeu de certains, ça a été de savoir qui avait été mis en demeure, comme si ça nous permettait en fait de se dire « Non mais lui, c'est différent de moi, moi je ne suis pas dans cette situation ». Et c'est bien pour ça que la CNIL, cette fois-ci, a mis en ligne une mise en demeure anonyme. Parce que son but, et elle l'écrit sur le site, vous pourrez le trouver, son but, c'était que tout le monde s'approprie cette décision et se dise « Mais en fait, c'est moi ou ça peut être moi ». Alors que si on montrait encore une grosse société, les petits se disaient « C'est bon ». Et vice-versa, ou si c'était une société avec une activité assez particulière, on disait non, nous on a une autre activité. Donc en faisant cette mise en demeure anonyme et en la mettant en ligne, elle a voulu montrer et dire à tout le monde que ça s'appliquait à tout le monde, puisque, vous le savez beaucoup mieux que moi, la majeure partie des sites utilisent Google Analytics et l'utilisent encore. Les différentes autorités de contrôle se sont parlé, ont échangé pour coordonner leur position. Donc, quelques temps avant la CNIL, l'Autriche, l'autorité de contrôle autrichienne avait pris une décision similaire à la CNIL. Et là, il y a 6 jours à peu près, c'est l'Italie qui est allée encore plus loin. L'Italie, elle a interdit Google. Elle n'a même pas dit
Parce que quand vous lisez la mise en demeure, vous ne comprenez pas forcément est-ce que Google, en fait, c'est illégal ou pas. L'Italie dit c'est interdit. Elle est encore plus loin, puisqu'elle dit vous avez 90 jours, tous les sites publics, privés, pour ne plus travailler avec Google Analytics et me démontrer que le transfert de personnel est en conformité avec le RGPD. Au-delà de 90 jours, l'autorité de contrôle italienne va pouvoir faire des contrôles et des inspections ad hoc. Donc l'Italie, là, cette fois-ci, elle a été encore plus loin que la CNIL, en fait, ou en tout cas plus claire. Puisque justement, avec ces mises en demeure, certains ont cru comprendre que c'était illégal, mais pas forcément, qu'il suffisait de paramétrer certaines fonctionnalités de Google Analytics pour être en conformité au RGPD, alors qu'en fait, on va voir, ce n'est pas du tout le cas. Alors, suite à ces mises en demeure, vous l'avez vu, Google a répondu parce qu'il y a eu beaucoup de réactions de compagnies aériennes. Il y a Facebook aussi qui a dit « mais si ça continue, moi je me retire du marché européen ». Et c'est là que si Joe Biden et la présidente de l'Union européenne ont conclu un accord de principe, on va y venir après. Donc, Google a échangé en fait avec la CNIL pour essayer de dire « non mais voilà, moi j'ai mis en place des mesures, j'ai bien entendu, enfin j'ai bien vu vos mises en demeure, j'ai mis en place des mesures, je suis en conformité avec le RGPD ». Sauf qu'il n'y a aucun paramétrage en fait, de Google Analytics qui peut éviter le transfert des données personnelles en clair des personnes européennes. Aucun paramétrage. Parce qu'il y a aussi une idée qui continue chez les professionnels qui est de dire « non mais ça va, les serveurs sont en France » ou « non mais ça va, le cloud il est donc, hébergé en France » ou en Allemagne, enfin ou peu importe. Mais ça n'a aucune valeur puisqu'à partir du moment où le cloud, et quel qu'il soit, est édité par une société américaine ou une filiale d'une société américaine, les données peuvent être transférées aux États-Unis. Donc ça n'a aucune importance. Donc ça, il faut le savoir, c'est une fausse idée. Google aussi a affirmé mettre en place une pseudonymisation, voire même une anonymisation. Pardon. Alors, anonymisation d'un point de vue des données personnelles, ça signifie qu'il est impossible de réidentifier une personne. Et dans les faits, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, si on est un petit peu doué en Internet, on arrive à réidentifier une personne avec différents sites, différents canaux, etc. Donc l'anonymisation, ça n'est pas possible. De plus, malgré les éléments qui ont été communiqués par Google, la CNIL n'est pas certaine qu'il y ait une anonymisation, qui de toute manière ne se faisait pas pour tous les transferts. Et deuxièmement, on ne savait pas si l'anonymisation était faite avant le transfert ou après. Donc, si elle est faite après, ça ne sert à rien. Le but étant qu'elle soit faite avant. Donc ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas ce qui n'a pas été démontré par Google. Sur la pseudonymisation, là aussi c'était, j'allais dire une plaisanterie. La pseudonymisation, c'est le fait d'enlever toutes les données personnelles et donner à une personne, par exemple, un identifiant, quel qu'il soit, des lettres, des chiffres, un algorithme, enfin peu importe ce que vous voulez. Sauf que cette pseudonymisation n'a que très peu d'intérêt si cette même personne ou cette même société, de par les capacités qu'elle a, est capable, avec d'autres sources, de recouper les informations et de réidentifier la personne. C'est le cas de Google, puisque, on le sait, Google a plein de services, les personnes utilisent énormément les services Google, donc il est très facile en fait, après d'arriver à savoir qui était cette personne et d'avoir un suivi de cette personne. Donc la pseudonymisation aussi en fait, n'existe pas, en tout cas d'après les éléments qu'a reçus la CNIL à ce niveau-là de Google. Sur les clauses contractuelles type, Google en proposait un, par défaut. En fait, par défaut, vous les avez toujours, les clauses contractuelles type, conformes à ce qui avait été décidé par la Commission européenne. Mais pour autant, vous le voyez, les autorités américaines peuvent y avoir accès, donc ça n'a aucun intérêt et ça n'est pas une mesure qui permet aux personnes européennes d'avoir un niveau de protection identique ou substantiellement, le terme c'est ça, c'est substantiellement équivalent à celui qui nous est garanti au sein de l'Union européenne. Parmi les autres mesures supplémentaires, Google a dit mais les données sont chiffrées, donc il n'y a pas de problème. Sauf que, donc je l'ai indiqué ici, pour que le chiffrement ait un réel impact, il faut que la clé de chiffrement soit conservée et exclusivement par l'exportateur des données, donc votre client, par exemple, ou bien que ce soit dans un pays qui a un niveau de protection adéquat. Or là, c'est Google qui a les clés de chiffrement, c'est Google qui chiffre les données, et c'est surtout Google qui donne la clé de chiffrement aux autorités américaines, et donc les autorités américaines ont accès aux données en clair. Donc c'est un chiffrement qui ne sert à rien
d'un point de vue de la protection de vos ou des données personnelles des internautes européens. Ce fameux article 49, je vous ai juste mis justement cette exception-là, puisque certains, et notamment le fameux gestionnaire du site, dont tout le monde a cherché à savoir de qui il s'agissait, a dit oui, mais il y a l'article 49. On a dit mais non, parce que l'article 49, c'est un transfert ponctuel. Là, c'est pas ponctuel, donc ça n'est pas valable. Donc ça ne sert à rien, en fait, d'appliquer cet article. Donc je vous le dis pour vous aussi, ça ne sert à rien. Le recours à la proxification, ça, c'est la CNIL. Je crois que c'était début juin de cette année, donc, qui a émis, donc vous le trouverez, un avis, suite à des questions qui ont été posées justement sur cette mise en demeure, les conséquences de cette mise en demeure, parce que pour certains, ça n'était pas clair, et qui a dit oui, à la rigueur, peut-être, vous pourriez utiliser Google Analytics avec un serveur proxy. Mais ce serveur proxy, et cette utilisation de ce serveur proxy, il doit répondre à ça, à l'ensemble de ces conditions. Donc, remplacement de l'identifiant utilisateur donc, par le serveur de proxification, suppression de l'information du site référent externe au site, suppression de tout paramètre contenu dans les URL collectés, notamment la suppression des UTM, etc. Je ne vous ai pas mis, hein, il y a une liste complémentaire. Retraitement des informations qui peuvent participer à la génération donc, des empreintes, comme le user agent, etc. Absence de toute collecte d'identifiants. Voilà. Suppression de toute autre donnée en fait, qui peuvent mener à une réidentification. Puisque la difficulté, c'est ça, c'est la réidentification de la personne. C'est ça qu'il faut éviter. Sauf qu'on le sait, sur Internet, on laisse des traces partout. Et vous avez accès, vous, de par vos compétences, et donc votre client, qui est lui considéré comme le responsable de traitement, à ces données-là aussi. Donc c'est ça qui est compliqué. Alors moi, je n'ai pas vos compétences, donc j'ai regardé, j'ai lu un petit peu, et de ce que j'ai compris, c'est que soit c'est compliqué à mettre en place, si on veut respecter la totalité de ça, soit ça n'a que très peu d'intérêt, selon la finalité que l'on souhaite, et ça peut coûter de l'argent. Donc ce qui veut dire que des petits sites ne vont pas le faire, ne vont pas avoir les moyens de le faire, donc ce n'est pas forcément la solution. Et encore, la CNIL n'a pas dit, si vous faites ça, c'est bon. Elle a dit peut-être, donc ce sera au cas par cas. Donc voilà, bon, ça c'est le schéma. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin, mais bon, c'était au cas où le schéma qui est en ligne sur le site de la CNIL, voilà, avec la proxification, pour éviter encore une fois que les données qui sont transmises à Google Analytics soient des données personnelles. 5 minutes, ok. Je vais aller vite. Les outils alternatifs, puisque vous le savez ou pas, je ne sais pas, il y a eu, donc la CNIL a dit, pas de souci, il y a des outils alternatifs. Mon confrère en a parlé juste avant. Sauf que, donc déjà cette liste, elle était avant la décision, enfin la mise en demeure de 2022, et qu'il y en a plein qui sont allés en disant, c'est bon, c'est une liste, la CNIL a dit que c'était ok, donc j'y vais. Sauf que la CNIL a dit, ok, mais à chaque éditeur, vous avez un guide de paramétrage. Donc encore faut-il bien le paramétrer aussi pour qu'on soit en conformité avec le RGPD. Donc, il y a soit vous êtes exempté de consentement, mais ça dépend de la finalité, de ce que veulent vos clients aussi. Dans ce cas-là, c'est bien beau, mais il faut quand même informer, et là mon confrère le disait, il faut informer les internautes, et là il y a encore du travail sur les sites internet. Ou bien on est hors du champ d'exemption, et ce qui veut dire qu'il faut qu'on informe, et qu'on ait le consentement des utilisateurs de toute manière. Donc si le but, c'est d'éviter d'avoir le consentement, ça ne sert pas à grand-chose d'aller vite fait voir une des solutions proposées par la CNIL, enfin recommandées par la CNIL. Il faut voir quelle est cette solution, le paramétrage, et si ce paramétrage vous permet d'atteindre vos finalités. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas être exempté. Donc ça, c'est les conditions pour être exempté. Vous les retrouverez aussi, hein, je ne les ai pas inventées. Donc c'est les mesures d'audience par page, liste des pages à partir desquelles un lien a été suivi, les statistiques de temps de chargement, les statistiques sur les actions utilisateurs, les statistiques sur la zone géographique d'origine des requêtes, etc. Et qui doivent être agrégées de manière journalière. D'accord ? Donc ça, ce sont des conditions à respecter. Et dans ce cadre-là, les traceurs doivent avoir une finalité qui est limitée à la seule mesure de l'audience du site, permettre de produire des données statistiques anonymes, c'est encore là que le bât blesse,
Ne pas permettre donc le suivi global, bien entendu, et ne pas conduire un recoupement de données. Mais aussi et surtout, c'est les deux lignes qui sont en dessous, c'est que les données qui sont collectées ne doivent l'être que pour l'éditeur, pas pour un tiers. Ce qui n'est pas le cas, bien entendu, de Google Analytics. Parce que si la société veut l'utiliser pour son propre compte, là, il faut un consentement différent des personnes, etc., etc. Donc là, on n'est plus dans l'exemption. Donc, qui dit exemption du consentement, dit information. D'accord, donc c'est ce que vous avez dit mon confrère tout à l'heure, donc je vais pas y revenir. Et les informations spécifiques relatives aux traceurs. Là où il a dit, effectivement, c'est qu'il y a 45% des sites qui ne sont pas conformes. Quand on parle de conformité, c'est rien que le bandeau cookies. Je ne vous parle même pas de la CMP, mais du bandeau cookies, où là, on a encore continué sans accepter. La CNIL l'a dit clair et net, non, on ne peut pas continuer sans accepter. C'est tout accepter, tout refuser, paramétrer, point barre. Et ça, 45% des sites ne le font pas. Alors la suite, parce que c'est bien beau de dire Google Analytics, aujourd'hui vous ne pouvez pas vous en servir, sauf à prendre un risque. Alors il y a cette fameuse déclaration conjointe qui a été faite entre donc, Joe Biden et la présidente de la Commission européenne le 25 mars 2022. Un accord de principe, qui n'est qu'un accord de principe, dans lequel ils disent « Ok, en gros, il faut qu'on trouve un accord ». Là, c'est la déclaration donc, des États-Unis et qui concerne effectivement ces programmes de surveillance en disant oui, il faut qu'on revoie nos programmes de surveillance pour qu'ils soient proportionnés par rapport aux finalités, de prévoir un pouvoir contraignant pour des mesures correctives directes. Donc, c'est en gros de dire bah oui, il faut que les personnes puissent avoir un recours effectif directement concernant leurs données. Certes, on va dire que c'est une avancée qui est cette déclaration conjointe, sauf que on ne sait pas quand est-ce que ça va se faire, donc ça peut prendre plusieurs années. Et ensuite, on n'a aucune information sur le contenu. On s'est mis d'accord sur le principe, mais après, il faut voir aussi comment ça va être rédigé et dans les faits, comment c'est appliqué. Donc, ce n'est pas encore gagné. Alors, vous avez ce fameux règlement e-privacy. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, on en entend parler depuis des années. Moi, j'étais intervenue dans le Search Eye de 2019, j'en parlais déjà, il n'est toujours pas sorti. Peut-être qu'un jour, il va sortir. La Commission européenne a réussi à faire un texte qui a été adopté en février 2021. Donc, depuis février 2021, on est toujours en phase de trilogue, donc entre les trois autres institutions. Mais parmi les propositions, voilà, il y a des chiffrements. Alors, pourquoi je vous parle du règlement e-privacy? Parce que soit il peut aider, ou soit il peut être un obstacle supplémentaire, en fait, à Google Analytics, ou le forcer, si on peut forcer Google, à vraiment être en conformité avec le RGPD. Puisque parmi les propositions, si elles sont adoptées telles quelles, il y a le chiffrement de bout en bout, qui pourrait devenir obligatoire. Obligation pour les éditeurs de navigateurs de proposer un paramétrage des cookies centralisés. Donc on pourra accéder que les cookies nécessaires. Alors, je sais que, bien entendu, pour la plupart de vos clients, ce n'est pas une bonne nouvelle. J'ai mes clients aussi qui ne vivent notamment que de la publicité. Et voilà. Donc, c'est très compliqué. Donc, on essaye les cookie walls pour le moment. Toutes ces choses-là qui peuvent passer, puisque c'est au cas par cas. La CNIL a d'ailleurs émis des recommandations à ce niveau-là. Donc, pour le moment, ce n'est pas interdit. Ça pourrait le devenir, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Et l'interdiction des ports dérobés, qui permettent, dans le cadre de certaines solutions, à laisser des accès justement au gouvernement, et notamment les solutions américaines. Ah, pardon. Et Google Analytics 4, puisque la réaction de Google, c'était de dire « Ok, mais vous inquiétez pas, je vais arrêter, on va passer à Google Analytics 4, 1er juillet 2023, c'est une obligation, etc. Là, je suis en conformité avec le RGPD. » Je ne vous ai pas mis toute la liste, toute la déclaration de Google. Simplement, voilà, Google dit qu'il y aura plus de stockage d'adresses IP. De toute manière, c'est anonymisé, vous inquiétez pas. Gestion des durées de conservation, suppression des données personnelles collectées facilitée. C'est un pouvoir qui est donné un peu plus aux utilisateurs. Sauf que, et notamment l'Italie, dans sa décision, a dit sur l'anonymisation, elle restait quand même très très sceptique, parce qu'avec les pouvoirs de Google, la capacité de Google, elle a du mal à croire qu'effectivement une donnée restera anonyme. Donc, dès avant la vraie mise en place de Google Analytics 4, déjà les autorités de contrôle sont très, très sceptiques à ce niveau-là.
et donc surtout que le recoupement de données restera toujours possible, en tout cas pour Google. Et j'en ai terminé, c'est bon.